Bonjour à tous, 19 000 abonnés, on y est presque, ou on l'a peut-être déjà dépassé au moment où on regardait la vidéo. C'est cool, merci. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les risques électriques et peut-être toutes les fois où j'ai failli mourir. Alors je sais, en général, ma femme elle aime pas trop quand j'en parle parce que c'est dangereux l'électricité, arrête de se faire ce métier, mais c'est valable pour plein de métiers. Si on a des méthodes de précaution, tout un tas de protection et de façons de faire qui nous protègent, qui nous évitent d'avoir des risques, il faut les utiliser. Donc je vais vous parler de tout un tas de choses qui me sont arrivées et des méthodes que j'utilise aussi pour m'en protéger. Alors c'est parti. Alors d'abord un petit point sur les bases pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Au niveau des risques électriques, il faut distinguer le courant alternatif du courant continu. Mais en tout cas, ce sont les courants qu'on a au quotidien. Dès qu'on a des courants un petit peu différents, qui ne sont pas tout à fait alternatifs, qui ne sont pas tout à fait continus, des signaux un peu bizarres, ça ne va pas vraiment vous concerner vous. Mais c'est une manière de voir les risques et de se dire comment telle et telle situation sont risquées. Donc ça nécessite de connaître déjà le terrain où on se trouve, c'est-à-dire savoir si on est en présence de courant alternatif ou de courant continu, éventuellement de pouvoir le mesurer, parce que des fois on n'est pas bien sûr. Donc il y a un certain nombre de prérequis. Donc c'est pour ça qu'il y a des corps de métier qui sont affectés à telle ou telle chose. Quelqu'un qui travaille sur un train ne va pas avoir les mêmes risques que quelqu'un qui travaille sur une maison. Il ne va pas avoir les seuils de tension les mêmes, il va avoir du continu, il va avoir de l'alternatif. On est censé savoir dans quel cadre on se trouve, dans quel ordre de grandeur on se trouve avant de réellement intervenir quelque part. Ce qu'il y a à savoir, c'est que généralement, lorsqu'on est dans un milieu qui n'est pas humide, on a un risque de choc électrique dangereux pour notre vie à partir de 50 volts alternatifs et de 120 volts continus. Voilà, c'est à peu près ça. C'est-à-dire c'est une moyenne pour l'humain. Donc effectivement, ça dépend aussi de votre façon dont vous êtes habillé, le chemin du courant. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est un ordre de grandeur. Il ne faut pas non plus le prendre comme quelque chose d'absolu. C'est pas parce que vous êtes à 49 volts que vous n'avez rien. 50 volts, c'est le seuil qui a été déterminé comme étant critique. Pourquoi il a été déterminé? Parce qu'il est toujours en association avec un courant, puisque c'est plus le courant qui est dangereux que la tension. Le courant, c'est le résultat de la tension appliquée sur votre corps, dans lequel il y a un courant qui passe. Donc votre corps, il a une certaine résistance, il oppose une résistance au passage du courant. Il n'y a pas que votre corps, il y a le fil électrique, il y a le sol, il y a tout un tas d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte entre, on va dire, le plus et le moins. Là où le courant va passer, même si c'est en alternatif, on a aussi un plus et un moins, mais qui change. Et donc, il va s'en résulter un courant. Et c'est ce courant qui peut vous tuer, ou qui peut créer des fibrillations cardiaques, ou des problèmes de respiration, crisper les muscles et autres. Il a été déterminé qu'à partir de 29-30 milliampères, c'est mortel. Voilà. On peut avoir des séquelles et des problèmes avant. Mais à partir de 30, normalement, tout le monde est mort. Pas forcément tout le monde, mais voilà, c'est un seuil qui a été établi, calculé, mesuré. Donc ce sont les seuils qu'on va respecter. C'est pour cela que dans une maison, on met des disjoncteurs 30 mA dans toutes les pièces où on est susceptible d'être en contact avec l'électricité de manière indirecte, via les carcasses métalliques, via des pièces d'eau, un jet d'eau, une zone humide. On met forcément du 30 mA, voire même du 10 mA dans certains cas. Donc ce sont des choses à respecter. L'autre chose qu'on rencontre dans le cadre des risques électriques, c'est l'habilitation. Je ne vais pas réellement vous parler d'habilitation, parce qu'en fait, l'habilitation, c'est le fait d'être autorisé à travailler sur quelque chose hors ou sous tension. Enfin, en tout cas, d'avoir un cadre. C'est normalement quelque chose que le supérieur nous donne. Donc, c'est une autorisation. Alors que être habilitable, c'est plutôt lié à la formation. Donc, en règle générale, dans une entreprise, dans la plupart des entreprises maintenant, on a d'abord une formation d'habilitation par un organisme agréé, auquel on est formé, on est examiné, et si on a obtenu suffisamment de points à l'examen, on a notre petit papier comme quoi on est habilitable pendant une période donnée, et si pendant cette période, aucun employeur ne nous a habilité, c'est-à-dire n'a reconnu la formation et nous a affecté sur une tâche avec cette responsabilité qu'il reconnaît et comme quoi on est compétent, et du coup la formation est à refaire. En tout cas, elle est revue régulièrement et donc il faut régulièrement réapprendre les gestes. Bon, il y a beaucoup de choses dans l'habilitation où c'est discutable, si on est très, comme dans un permis de conduire, si on est très sur les règles. Des fois même, il y a des situations où il n'y a pas besoin des gants. Ça nous apprend normalement les gestes et les précautions à prendre avant d'intervenir. La priorité, quand on ne sait pas, quand on n'est pas habilitable, qu'on n'est pas habilité,
c'est de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de risque. Juste, il faut qu'il n'y ait pas de risque. S'il y a des risques et qu'on doit intervenir quand même, normalement, il faudrait être formé pour prévenir d'un risque sur notre vie ou sur la vie des autres. Mais si vous, en tant que particulier, vous devez intervenir, mais pour n'importe quoi, même changer une lampe, on va en parler, il faut supprimer le risque. D'accord ? Alors on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Là, je vais vous parler de mes anecdotes, de mes accidents, on appelle ça un accident, de mes électrisations. On fait la distinction entre être électrisé ou électrocuté. Électrocuté, ça a entraîné la mort. Électrisé, ça ne l'a pas entraîné. Moi, j'ai eu des dizaines et des dizaines d'électrisations. En général, c'est pas volontaire. Et j'ai survécu et petit à petit, j'ai appris de mes erreurs et maintenant, ça m'arrive quasiment jamais. Mais pendant même ces 10 dernières années, ça a dû m'arriver encore 30 fois. Donc, faut faire attention, il faut avoir des réflexes. Donc, je vais d'abord vous parler de ce qui m'est arrivé quand je suis avant d'être électricien. Donc, on va dire il y a deux parties. Il y a avant d'avoir les connaissances en électricité réellement, et après, une fois qu'on a les connaissances et qu'on est électricien sur le terrain, bah, on continue à être formé par le quotidien en fait. Donc, il se passe des choses. Et puis, je vais vous montrer tout un tas d'objets, tout un tas de choses, et on va en parler. Alors mon tout premier choc électrique, je crois, j'avais entre 6 et 8 ans. J'ai failli y rester, effectivement. Donc j'avais une lampe, tout ce qu'il y a de plus banal, qui n'avait plus de prise électrique. C'est-à-dire que les fils étaient nus, comme ceci, au bout. Donc les fils étaient totalement dénudés. Et au bout, il y avait une douille avec une lampe. Et moi, je trouvais la lampe sympa, j'ai mis une ampoule dedans, et j'ai voulu la brancher, sauf que, il n'y avait pas de prise, et puis à cet âge-là, c'est pas tout à fait... on n'a pas forcément les réflexes d'aller chercher une prise et de brancher une prise, c'est pas forcément... Mais bon, j'avais deux fils, et j'avais une prise de courant, à l'ancienne, les années 80, sans éclipse. Bon, ça c'est une prise pour le garage, mais moi c'était une prise intérieure, blanche, et il n'y a pas d'éclipse. Alors les éclipses sont apparues dans les années 90 pour empêcher justement les enfants de mettre les doigts et de mettre des objets. L'éclipse, elle embête plein de gens parce qu'elle n'est pas très mobile, elle oppose une résistance pour brancher une prise, et des fois, comme ça s'use assez vite et que parfois la qualité de la prise est médiocre, et on n'arrive pas à brancher, il faut jouer un petit peu dans la prise pour réussir à mettre la prise, donc ça agace les gens. Les sécurités, d'une manière générale, ça agace les gens, mais c'est là pour une bonne raison. Si on regarde, on a le contact électrique approximativement à 4 mm. Bon, moi j'avais pas les doigts qui rentraient. On voit les contacts électriques, et donc si une prise de courant ça marche, pourquoi les fils ça marcherait pas? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux fils. Alors j'avais mes deux mains, là je peux pas, et j'avais une main sur un fil, une main sur l'autre, et j'ai mis dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé. Ça a fait un gros boom, ça n'a pas fait brûler la prise, mais en tout cas les fils ont fondu sur à peu près 5 cm, dans mes souvenirs, et la prise était toute cramée, donc elle y est encore. Elle a dû être démontée depuis, mais la maison n'est plus là, enfin c'est plus la nôtre. Et il y a eu un gros boom, et là ma mère est arrivée dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Et moi entre temps j'étais au sol, j'étais pas bien, et je me réveille, et je vois ma mère, et je lui dis non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait cette lampe, s'il n'y avait pas de prise, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il fallait pas la brancher. La prise avait été enlevée parce que la lampe était défectueuse. Le luminaire avait un court-circuit. Et donc c'était la personne qui avait fait ça, peut-être mon père, peut-être un salarié, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être c'était mon grand-père, je ne sais pas. En tout cas, cette vieille lampe qui était jolie avait un court-circuit, et plutôt que réparer le court-circuit, ils ont enlevé la prise. Ils auraient pu enlever le câble complètement, mais ils ont enlevé la prise, qui était déjà bien. Mais le fil était dénudé, enfin. Et c'est pour vous dire notamment, méfiez-vous quand il y a des fils comme ça. S'il n'y a pas de prise, s'il y a quelque chose qui vous empêche de la brancher, si la lampe elle est emballé, scotché, ou si le produit il est justement pas tout à fait prêt à être mis en service, c'est qu'il y a peut-être une raison, peut-être qu'il y a un mode d'emploi quelque part, peut-être qu'il y a des précautions à prendre, et moi je n'avais pas pris les précautions. Ce court-circuit il a fait sauter le général d'EDF, même pas le fusible, c'était tellement violent que ça a fait sauter le général, ils ont remis le courant, et moi j'ai rangé la lampe, j'ai rien dit à personne. Ma mère le sait depuis, elle va pas le découvrir sur la vidéo. C'est mon premier choc électrique, on va dire grave, donc voilà, évitez, faites attention avec vos enfants, surtout si vous avez des vieilles prises de récup, normalement on les remet plus ces prises là, sauf pour des endroits un peu de bricolage où on est conscient de ce qu'on fait, si vous voulez, dans des zones inaccessibles spécifiques. Mais voilà, faut être un peu radin maintenant pour pas avoir acheté une prise neuve. Bon, autre élément, ça c'est pareil, c'est dans mon passé. J'étais au collège, j'avais 12-13 ans, j'avais besoin de changer un interrupteur. En fait, c'était un bouton poussoir avec un télérupteur dans le couloir, et le bouton poussoir avait cassé. C'est-à-dire que le plastique était parti, et il y avait la pièce métallique dedans qui est un petit peu un ressort qui était tombé, et il y avait donc les fiches métalliques apparentes. Donc on avait mis un scotch et un carton en attendant. Et l'idée,
c'était de le réparer. Entre-temps, j'avais récupéré toutes les pièces qui étaient tombées et j'avais récupéré un interrupteur qui allait bien et qui se clipait dessus. Donc j'avais possibilité de le réparer. À cet âge-là, je savais déjà qu'il y avait des risques électriques, bien sûr, puisque je m'étais arrivé. Il y a eu d'autres choses qui avaient dû m'arriver. Et donc j'ai pris la précaution d'identifier le fusible qui coupe le circuit de l'éclairage. C'est très simple, on allume la lumière, on essaye les fusibles, en tout cas qui sont identifiés lumière en 10 ampères, et on trouve celui de l'éclairage. Je coupe ce fusible et j'interviens. Et là, je me fais électriser. Donc je me prends un grand choc, parce que je m'apprête à remettre le ressort. J'ai pas besoin de démonter l'interrupteur, il est en façade, il y a juste le petit ressort à mettre, la lamelle, positionner le plastique et clipper. Je vais pas le faire avec un outil, c'est manuel. Dès que je touche, foudroyé, quoi, je comprends pas, du coup je vais couper le courant en général, donc c'est-à-dire je coupe toute la maison, je suis tout seul dans la maison, hein, et je fais mon affaire tout en ayant un choc électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, autrefois, la plupart des portes fusibles ne coupaient pas le neutre. D'accord? Quand on coupait, ça coupait que la phase. Et très souvent dans les maisons anciennes, ça arrive très souvent, le neutre et la phase sont inversés. Pourquoi ils étaient inversés? Eh bien, dans cette maison, c'était un peu spécial, l'électricien avait tout câblé en violet. Tout. La terre, le neutre, la phase, tout était en violet. Il s'était pas trompé, tout fonctionnait. Hein. Mais tu sais pas quel est le neutre, quelle est la phase, puis il s'est dit, c'est pas grave, on coupe l'un l'autre. Mais si, c'est grave. Parce que si on avait coupé que la phase, comme le neutre il est relié à la terre, nous sommes sur la terre, on met la main sur la terre, il se passe rien. Tandis que là, ça avait coupé le neutre, et c'était bien la phase qui restait, qui passait à travers la lampe, parce que la lampe c'était lampe incandescence, hein, donc il y a un petit filament dedans, dans ce genre de lampe, le courant passe, et hop, on attrape une châtaigne qui peut être mortelle. Ça veut dire, coupez bien le courant. Alors avec les installations modernes, on a des disjoncteurs qui coupent le neutre et la phase. Si vous avez un doute, surtout sur les télérupteurs, il faut savoir que parfois il y a l'alimentation de la bobine séparée de l'alimentation des éclairages. Ça peut être une installation très grande. Il faut vraiment tout couper. Vous prévenez les gens, c'est le principe aussi en habilitation. Quand on fait une consignation, on coupe, faut prévenir, faut signaler. Dans l'habitat, c'est pas facile. Au mieux, mettez un scotch. Mettez un scotch sur le disjoncteur, mettez un triangle, un machin, un truc, pour qu'au moins la personne qui doit remettre le courant, si c'est votre frère, votre soeur, il y a un scotch, quoi. Donc, il y a peut-être une raison. Et si ce scotch, vous avez peur qu'il soit enlevé, et que vous êtes déjà bricoleur, vous enlevez le capot du coffret électrique, vous mettez le scotch, sans mettre les doigts sur toutes les parties nues sous tension qu'il pourrait y avoir, mais le scotch, vous le mettez un petit peu plus grand sur le disjoncteur, sans aller jusqu'au vis, et en remettant le capot, ça va le pincer. Ça va le pincer, du coup, on ne pourra pas remettre, puisque c'est pincé. C'est scotché, pincé. Normalement, c'est beaucoup plus dur d'en mettre le courant. Autre élément qui est lié aussi à l'éclairage, ça m'est donc arrivé aussi dans ce couloir, étant donné que c'était la phase qui était sous tension et le neutre qui était coupé, même en coupant le porte-fusible, eh bien, on a toujours du courant sur la douille mortelle. Et une douille, c'est fait, alors là c'est des douilles à vis, mais ça pouvait être des douilles à baïonnette, il y avait les deux. Il m'est arrivé sur les douilles à baïonnette métalliques, comme c'est métallique, les fils qui sont serrés dedans, des fois ils sont un petit peu tordus, ils vont toucher la masse, oui. Il n'y a pas de distance si vous voulez. On nous embête avec les prises de courant, mais les douilles, alors maintenant il y a des DCL. Alors, j'en ai pas une dans les mains, mais les DCL, c'est la merde. Faut savoir que les électriciens, en tout cas moi ça m'est arrivé sur toute une installation et du matériel de bonne qualité, on clip la DCL, la lampe est tombe. Mais sur un plafond à 4 mètres de haut, la lampe s'éclate par terre. Et pour faire tenir les douilles, on a mis des petites touillettes à café pour coincer la languette, puis on l'a cassé comme ici on mettait un petit bout d'allumette pour tenir. C'est bien hein, pour un électricien de mettre une petite touillette en bois pour tenir la douille. Du coup, ça enlève tout le principe de la douille, parce que l'idée c'est de déclipper la douille pour changer la lampe et reclipper. Mais sauf que ça tient jamais. Donc, du coup, on la laisse en place et on change la lampe quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on change la lampe? Si c'est une lampe à vis, c'est le cas aussi si c'est une lampe à baïonnette, parce qu'on ne peut pas forcément savoir s'il y a un défaut dans la lampe, si quelque chose s'est mal passé, parce qu'en général, quand on change une lampe, c'est qu'elle ne marche plus, donc elle a un défaut. Si vous n'avez pas de bol et que c'est une lampe qui est cassée, avec un filament, faites très attention. Hein, Dixit Claude François, le filament est sous tension. Il n'est pas allumé parce qu'il est cassé, il a brûlé, mais les deux barrettes, elles sont sous tension. Donc si vous prenez, en plus c'est coupant, si vous n'avez pas un chiffon déjà, c'est problématique, mais si vous n'avez pas coupé le courant et que vous touchez le filament, vous pouvez y rester. Hein. Donc vous coupez réellement le courant. Maison moderne, fusible, disjoncteur, maison ancienne, général. Vous pouvez faire le général à chaque fois, donc vous supprimez le risque. Autre, si vous remettez la lampe, pareil, vous avez 3 lampes d'allumées, il y en a une qui est cramée, attends, je vais la changer, il fait nuit, tu te dis, je ne veux pas couper le courant. Il fait nuit, pourquoi? Parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que la lampe ne marchait pas, parce qu'on a eu besoin d'allumer la lumière. Si on touche
Vous voyez, le filetage là. Toutes les lampes ne sont pas tout à fait identiques. Il y a des normes, mais elles ne sont pas respectées par tout le monde. Les culots sont des fois un petit peu plus longs, le filetage est des fois un petit peu plus long, des fois il y a un isolant, des fois il n'y en a pas. On peut mettre le doigt sur le bord, et lorsqu'on visse, si la douille elle est faite de manière à ce que le courant soit connecté sur l'extérieur de manière assez prématurée, et si le câblage a été mal fait et qu'on se retrouve avec la phase à cet endroit-là, et ben vous touchez la phase en vissant. Vous voyez, on peut se... Et ça, c'est dangereux. De la même manière, des fois, on a des lampes qu'on met, ça marche pas. On se dit, bah attends, c'est les languettes dedans qu'il faut rebouger. On est tenté de faire ça, de mettre le doigt dedans. Alors qu'on sait très bien qu'il ne faut pas. On se dit, mais non, j'ai coupé le courant. Alors déjà, utilisez un outil isolé pour bouger les languettes. Comme ça, elles vont bien les toucher la lampe. Mais même quand on fait ça, on est susceptible de faire un court-circuit à l'intérieur de la lampe. Donc, coupez le courant, en fait, tout simplement. Ça, c'est un truc tellement anodin. Il y a des morts tous les ans. C'est anodin, mais pourtant, vous avez ça sur les lampes de chevet, vous avez ça partout. Même une vis en E14, là c'est du E27. 27 c'est le diamètre. E c'est épicycloïdal, c'est une vis. Et B c'est baïonnette et 22 c'est le diamètre. Donc là c'est E27 et en E14, le plus petit, on peut mettre un doigt dedans. Hein. Bon bah moi non parce que j'ai des gros doigts, mais il y a plein de personnes qui peuvent mettre les doigts dedans. Je sais pas, il y a un truc de tomber dedans, on nettoie, on fait pas attention. Donc c'est bien la peine d'avoir des prises avec des éclipses partout, des sécurités partout. Si la moindre lampe peut nous tuer. Donc faites très attention. C'est une vidéo qui sera un peu longue, je suis désolé. Un autre élément qui revient fréquemment, ce sont les problèmes de câbles, comme sur des presse-étoupe pour les lampes. Dès qu'il y a une jonction, donc c'est très fréquent sur les machines-outils, les scie sauteuses, tous les outils qu'on enroule, les perceuses, tout ça. Le câble il s'abîme au niveau de l'isolant et après on se retrouve à avoir les deux conducteurs phase neutre, parfois il n'y a pas de terre, c'est souvent de l'outillage plastifié et autres, mais les deux conducteurs phase neutre qui vont finir par se dénuder aussi, donc ils vont pouvoir se toucher. De temps en temps il va y avoir un défaut électrique, ça va faire disjoncter, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais du coup ils sont apparents. Ils sont apparents et en prenant l'outillage ou en prenant la rallonge, on peut se retrouver avec un choc électrique ou un câble qui commence à fondre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fils qui font des petits arcs électriques, mais pas suffisants pour cramer le fusible, parce que le disjoncteur différentiel, il ne le voit pas. Ça, s'il n'y a pas de fil de terre qui rentre en contact, s'il y a ça peut brûler. Ça peut brûler, ça peut créer des brûlures pour l'être humain, ça peut foutre le feu, et puis le câble, il s'abîme de plus en plus, il devient cassant, et quand il casse, il est accessible, quoi. De la même manière, si vous le coupez, c'est pareil avec une machine. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux et très fréquent. Très souvent, dans l'artisanat, c'est l'artisan qui répare ses prises. Il achète une prise ou un domino, où il répare. Il répare et la machine marche. Alors, le truc, c'est quand il y a des dominos, comme ça, voilà, les dominos, c'est très bien. Ça fait des très bons contacts électriques, c'est sécure et tout. Mais il y a deux choses à faire. C'est que les dominos, normalement, on n'y touche pas sous tension. Même si on croit qu'on est protégé. Parce que, voilà, j'ai pris un fil souple. Il y a des petits brins qui peuvent sortir comme ça, qui peuvent être cassés, qui peuvent sortir, parce que la vis n'écrase pas nécessairement tout. Il y a des brins qui sont un peu libres dedans. Quand c'est mal enfoncé, mal dénudé, on peut avoir la présence de cuivre, où on peut toucher dessus et dessous. Et lorsqu'on utilise le tournevis, même si on prend un tournevis isolé, il n'est pas isolé au début. Et le domino, et la distance, elle n'est pas très grande, on peut se retrouver à toucher. Alors moi, quand je le fais et que je suis sous tension, si je dois le faire, il faut que j'ai des gants, il faut que j'ai le tournevis approprié. Souvent, je ne tiens pas le domino. Si je dois le faire, je prends une pince isolée, donc c'est une pince à bec, je suis à 10 cm, mon tournevis est isolé, et si je dois resserrer un domino sous tension, je le fais comme ça, je ne dois pas mettre les mains. Et bien entendu, c'est un domino qui est censé être dans une boîte de dérivation, qui n'est pas accessible. S'il est accessible, souvent les gens ils mettent du scotch. Alors c'est bien le scotch, mais des fois en enlevant le scotch, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, puis des fois on utilise un outil pour enlever le scotch, donc toujours couper le courant. D'accord ? Le domino, il n'est pas interdit, contrairement à ce qu'on croit. Il est même très fiable. C'est un bornier, même si ce n'est pas le meilleur des borniers. Toutefois, il faut faire attention à mettre les fils convenablement. Normalement, on les met tous les deux du même côté. Mais bon, en mettant des deux côtés, ça marche aussi. Mais il faut que les longueurs correspondent, il faut que les sections correspondent. Il ne faut pas casser le fil électrique quand on serre la vis, donc pas serrer trop fort. Il y a plein de petites choses. Et moi, ça m'est arrivé aussi en réparant des câbles, de prendre des petites poignées de châtaigne, ne serait-ce que sur des câbles qui étaient déjà réparés, des câbles de machine. Et qu'il y avait le domino, le scotch, il s'abîme, si vous voulez, il n'est pas là pour tenir la longévité. On tire sur le câble il est mécaniquement dégradé, puis des fois il y a un fil qui se défait. Alors le mieux qui puisse nous arriver, c'est que le courant passe plus.
Et puis sinon, bah, il y a une étincelle et puis on peut prendre un coup de bourre. Donc ça, c'est malheureux. Et ce coup de bourre, il peut très bien aller, s'il y a les 3 fils avec la terre, le fil peut se retrouver sur le fil de terre. Et avant que ça disjoncte, on peut prendre un coup de bourre dans la machine, surtout si on n'a pas mis la bonne prise au bout. Parce que dès qu'on bricole, des fois on a tendance à mettre la prise la plus simple pour nous. Et des fois, il n'y a pas de terre. Mais le fil en a un, la machine en a un. Enfin, il y a plein de situations à risque comme ça et c'est un peu problématique. Quand on n'est pas électricien, ou même quand on l'est en fait, il y a plein de situations où on a besoin de fiches de mesure de multimètre relativement fines et pas protégées, parce que celles qui sont protégées sont énormes. Je ne sais pas si je vais vous en montrer. Celles qui sont protégées sont énormes, mais elles ont juste la pointe qui est accessible. Sauf que c'est fait pour mesurer dans un disjoncteur, ça par exemple. Par contre, dès qu'on veut mesurer sur des points de mesure de cartes électroniques, de systèmes un petit peu différents, bah on peut pas. Donc du coup, on se retrouve, ça je l'ai vu chez tous les électriciens, on prend un couteau, on coupe, on enlève une partie de l'isolant qui nous gêne, qui nous empêche d'aller dans les disjoncteurs, dans les parts fusibles, dans les machins. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est dangereux. Donc il faut le savoir. Quand on fait ça, on sait que notre multimètre, il est dangereux. Donc c'est à pas manœuvrer n'importe comment. La qualité des fiches, bon bah il y a toujours un truc qui ne va pas. Et là sur ce multimètre, alors ce qui est super, c'est qu'il y a un autre risque, c'est de se tromper de calibre et de faire des courts-circuits, de faire des passages de courant là où on ne veut pas. Et sur celui-ci, eh ben, on ne peut pas se tromper de calibre parce qu'il y a des obturateurs sur les bornes. Alors maintenant ils font plus ça, alors que c'est un truc qui a 10 ans ça. Maintenant ils ont carrément fait des pinces ampères métriques. Comme ça, courant continu, courant alternatif, qui évite de couper le circuit, et on ne peut plus vraiment se tromper au niveau du courant. Par contre, on peut toujours se tromper au niveau de la continuité. Moi, cet appareil-là, je voulais en faire une vidéo, mais globalement, c'est un appareil numérique. Quand on le met en marche, c'est un petit transistor à l'intérieur qui sélectionne le circuit, alors que là, c'est mécanique. Comme là, c'est mécanique, le courant passera par le circuit qu'on a sélectionné, on ne peut pas se tromper. Tandis que là, si on a le malheur de mettre les fiches et d'allumer l'appareil après, c'est lui qui sélectionne le circuit, il peut se tromper. Ou on peut se tromper de sélecteur. Si par hasard on met sur ohmmètre ou sur autre chose, bah, on va cramer l'appareil. Et il y a un autre truc que j'avais pris l'habitude de faire, pas tout à fait avant d'être électricien, au début de ma formation. On me disait, bah, attention au choc électrique, fais gaffe s'il y a de la tension sur l'appareil. Et donc je me disais, mais moi, si je touche la machine et qu'il y a du jus, le courant va passer. Donc si le courant passe, c'est qu'il va y avoir une différence de potentiel entre ma main et la machine. Ce que je faisais, c'est que je mettais en voltmètre, je tenais une broche et je mettais l'autre sur la machine. J'ai fait ça pendant des années. Jusqu'au jour où je pouvais mesurer la tension. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on n'a pas forcément compris, c'est que pour mesurer une tension, il faut qu'il y ait un courant qui passe. D'accord ? Il faut qu'il y ait un courant qui passe dans la machine. Normalement, ce courant est très 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 faible. Il y a une résistance électrique très forte dans l'appareil. Sauf que, avec cet appareil numérique, j'ai découvert que quand les piles sont un peu faiblardes, la protection électrique est moindre. C'est-à-dire qu'il est capable de créer un passage de courant entre les deux qui fait disjoncter. C'est-à-dire si je mets entre phase et terre, par exemple, je veux mesurer si la terre est à la bonne tension, bah, je peux faire disjoncter le différentiel, puisqu'il y a un petit peu de courant qui passe. C'est pas aussi fiable que les anciens modèles, si vous voulez. Ça, je m'en suis rendu compte à mes dépens, parce qu'en faisant ce test-là, je me suis pris une poignée de châtaigne dans l'appareil. Et donc, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire confiance aux appareils, parce que je pense qu'il y a des sécurités qui ne sont pas toujours présentes, sous couvert il y a une méthode d'usage. Vous voyez, c'est un peu comme le glyphosate, on dit que c'est pas dangereux tant qu'on l'utilise correctement. Mais là, en fait, déjà, la notice, il n'y en a pas. Enfin, il y en a une, mais c'est très sommaire. Ils n'imaginent pas toutes les situations qu'on peut avoir en tant qu'électricien avec des multimètres, des machins. Donc la sécurité, walou. Puis là, c'est pareil, j'ai été obligé de couper les bornes. J'ai été vraiment obligé, je ne pouvais pas m'en servir. Ça passait même pas dans les disjoncteurs. Enfin, c'est embêtant. Alors moi, j'ai connu au lycée des bornes qui se rétractaient. Ça, c'était très bien. Maintenant, j'en trouve plus. Alors bon, bah, j'ai pas cherché beaucoup non plus. C'est donc précaution. Vous voyez, même un simple multimètre à 8 € du Super U, on croit qu'on fait les choses bien, mais on peut se tromper. Donc vraiment, la précaution. Un autre élément, toujours sur l'outillage, notamment les perceuses. Il y a des charbons à l'intérieur qui permettent d'alimenter en électricité un élément tournant qui est le moteur, hein, qui est le rotor, qui est en rotation. Et ces charbons, quand ils s'abîment, ils projettent des petits morceaux de charbon. Et des fois, on se les prend dans les mains, dans la tête, et de temps en temps, il y a une sorte de poussière de charbon qui fait passer le courant, et on a des petites grilles sur la perceuse
qui projette des poussières de charbon, mais sous tension. Il y a comme de l'électricité dans l'air, si vous voulez. Et ben, en perçant, on peut se retrouver à prendre des chocs électriques et des arcs électriques dans les mains. Déjà, on les voit, les arcs électriques, mais ça oblige à mettre des gants ou à réparer la machine, tout simplement. Donc, ça m'arrive, j'en ai même encore une aujourd'hui, une Makita, j'arrive pas... J'en ai acheté une deuxième, j'ai pas réussi à régler le problème. Enfin, il y a toujours des petites projections, et donc je mets toujours des lunettes, parce que des fois, on se prend des trucs dans les yeux. Et les charbons, ils sont de mauvaise qualité, ils s'effritent. Et même si on les change, ils s'effritent. Donc, voilà, c'est à savoir. Un autre truc que j'ai fait quand j'étais ado, alors si vous avez des ados, il faut leur dire... Je l'ai fait, je sais pas, j'avais pas conscience du risque. Je sais pas si vous voyez Bernie, le film Bernie, quand le gars il va pisser dans un transformateur. C'est le même genre de connerie, c'est pas aussi grave, enfin quoique. J'aimais bien la hauteur, j'aimais bien grimper dans les poteaux. Je grimpais sur les poteaux électriques. Les poteaux en béton, on peut grimper en mettant les mains sur le... On peut monter assez haut, mais normalement ils sont bien faits, on peut pas aller jusqu'au câble. Par contre, les poteaux en ferraille, les pylônes, j'en ai eu plusieurs, des pylônes où c'était rigolo, on allait sur l'île... sur le bled, et puis on montait dans le pylône, puis on allait de loin, puis on avait les câbles pas loin. Alors j'étais pas si con que ça, je montais pas jusqu'au câble, mais j'avais aucune idée de la tension qu'il y avait dans les câbles, aucune idée de la distance de sécurité. On pouvait monter, il n'y avait rien qui nous empêchait de monter, puis c'est rigolo, mais en fait c'est hyper dangereux. Fallait pas que je tende le bras vers le câble, vous voyez? Faut pas le faire ça, ouais. C'est débile, faut pas le faire. Et je me rends compte, j'ai dû monter une vingtaine de fois dans ce pylône. Les risques qu'on prend quand on est gosse, c'est hallucinant. La voie ferrée, c'est pareil, sauf la voie ferrée, il ne faut pas toucher les câbles, ils sont hyper hauts. Mais pareil, tu joues avec un bâton. Il y a plein de zones dangereuses sous tension. Lancer des chaussures sur les fils électriques, c'est rigolo. Mais si c'est les fils, je ne sais pas si vous voyez, vous en voyez partout. Je suis sûr que vous regardez dans la rue, sauf si vous êtes en ville et que tout est enterré. Si les câbles ils sont espacés de 15 cm comme ça, qu'il y en a 4, souvent c'est les 3 faces plus le neutre, ils ne sont pas isolés les fils. Ils sont espacés, mais ils ont une distance qui fait que normalement, s'ils bougent dans le vent, ils ne se touchent pas. Ça peut se toucher, mais normalement, ils ne se touchent pas. C'est des fils qui ne sont pas isolés, c'est des fils d'aluminium, pas isolés, parce que l'isolant, ça coûte cher. Et puis, voilà, sur les longues distances, ils peuvent se permettre, très haut, comme ça. Si vous faites le con, vous envoyez un truc, et que les fils se touchent, bon, vous risquez pas grand-chose à l'instant T. Les câbles vont se rentrer en contact, mais s'ils se coupent en cas de court-circuit et qu'ils tombent au sol, du coup, vous risquez l'électrocution. La bêtise humaine n'a pas de limite, si vous voulez. Donc, ça fait partie des risques tant qu'on n'a pas été formé à ça, si vous voulez. Des fois, les tournevis d'électriciens, qui sont souvent des tournevis plats, très souvent, c'est très rare d'avoir des tournevis cruciformes, il y en a quelques-uns, mais des fois, c'est pas suffisant pour serrer un disjoncteur, pour serrer dans un disjoncteur. Et des fois, on est obligé de passer par le cruciforme. Si vous passez par le cruciforme, ça va mieux marcher, mais les 3 quarts du temps, il n'est pas isolé, ce tournevis. Donc, vous ne pouvez pas le faire sous tension. Et la barrière entre les deux est très mince. Si vous êtes habitué à travailler sous tension avec des outils protégés et que vous changez d'outil, il faut penser à se retrouver hors tension. Supprimer le risque, pareil. J'ai jamais eu de choc électrique, mais j'ai eu plusieurs situations où je me dis, oula, attends, qu'est-ce que tu fais? Parce que il fallait un tournevis costaud pour serrer plus fort un gros disjoncteur avec de la puissance. On faisait ça sous tension, parce que justement, on mesure, on voit qu'il y a des jeux dans les disjoncteurs, ça fait des petites étincelles, il faut resserrer tout de suite. C'est en marche, c'est une industrie, c'est machin. Bon, j'avais des gants, je faisais gaffe, mais ça n'empêche pas que quand on y pense, c'est pas isolé. Donc, je vous mets en garde, quoi, faites attention. C'est bien d'avoir un tournevis isolé. Moi, quand j'ai commencé l'électricité, j'étais en CAP, c'est un peu à mi-chemin entre électricien, pas électricien. J'avais des anciens, si vous voulez. J'avais, je sais plus quel âge j'avais quand j'ai commencé l'électricité, j'avais 13 ans, en stage. Et les anciens, qui avaient 50 ans, 55 ans, eux, ils n'avaient pas forcément d'appareil de mesure les 3 quarts du temps. Ils touchaient les fils. Si. Donc, ils faisaient comme ça. Des fois, ils mouillaient leurs doigts, puis ils touchaient comme ça. Ah, ça c'est du 200. Ah, ça c'est du 400. Alors, ils donnaient un autre nom, du 380 ou du 220. À cette époque-là, c'était pas encore 400 volts. En fait, c'est des travailleurs qui avaient de la corde au doigt. On dit de la corde ou de la corde. Des corps calleux, si vous voulez. Donc, les doigts très très durs, très épais, très secs. Parce que moi je les ai un petit peu aussi. Moi, je mets souvent des gants, mais si on ne met pas de gants et qu'on travaille beaucoup manuellement, on va avoir la peau qui va se rigidifier, qui va se protéger, les mains qui vont se protéger. Donc, du coup, on va avoir une zone très très sèche sur les doigts et on a très peu de risque d'avoir un choc électrique, en fait, mine de rien, parce qu'on est isolé. Alors ça, c'est comme quand on porte des gants, on croit qu'il n'y a pas de risque, mais juste on est protégé. Et le jour où on les enlève, on se fait électrocuter. Là, c'était un monsieur qui... c'était assez répandu. Il touchait pour voir s'il y avait du jus. Il était habitué, il voit, tiens, ça c'est du 200, ça c'est du 400. Et il travaillait plus vite comme ça, il
Peut-être qu'il coupait le courant, puis de temps en temps, il vérifiait pour voir s'il y avait du jus. Moi, je me suis surpris à le faire aussi, mais en étant sûr qu'il n'y ait pas de courant, mais si vous voulez toucher comme ça. Alors ça, c'est quand on n'a pas la possibilité de faire autrement, bah ça m'est arrivé. Je sais que je suis censé avoir 100 volts, 200 volts. Il n'y a plus de jus, j'ai mesuré, mais je veux être sûr avant de mettre le doigt hors tension, même si j'ai fait la vérification d'absence de tension, bah avant de vraiment m'en servir, je fais comme ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, s'il y a du jus, bah, a priori, je vais mieux m'en sortir. Donc ça, c'est lié au réflexe. Donc quand on est habitué à avoir ce genre de risque, bah pour pas rester scotché sur le fil en mode je m'attendais pas à ce qu'il y ait du courant, puis hop, c'est crispé, puis on va mourir, bah il faut y aller toujours à tatillon et être prêt à se retirer, vous voyez. Le bras, il a tendance à se retirer parce qu'on est déjà en mode... mais c'est pas une science exacte, si vous voulez, c'est comme ça que je l'ai constaté. Mais c'est vraiment, une fois qu'on a fait toutes les protections, toutes les sécurités, on enlève les gants, j'ai quand même encore ce petit moment d'appréhension où je vérifie s'il y a du jus. Je pense que c'est une sécurité supplémentaire. Bon alors maintenant, tous les moments où effectivement je commence à être un peu plus formé en électricité, j'ai un peu plus de situations, et là j'ai rencontré un risque. Je crois que j'avais 14 ans, j'étais en BEP, CAP, en train de travailler dans un collège. À l'étage, il fallait tout décabler, il fallait enlever tous les luminaires et on remplaçait tous les luminaires. Et on m'envoie dans les combles et on me dit tu coupes les câbles des luminaires, c'est bon, c'est hors tension. Ok, c'est hors tension. J'avais mon collègue qui était au rez-de-chaussée, 4 étages plus bas, en train de travailler sur le coffret électrique. Je coupe le câble avec ma pince isolée, et là j'ai fait un court-circuit dans le câble. C'est-à-dire que mon collègue en bas, il a su tout de suite c'était lequel fusible qui était en marche. Et il l'a vu, il était devant. Hein, il aurait pu se cramer les yeux, hein, quand ça flash devant nous, c'est très dangereux. Ça a flashé, ça a fait un trou dans ma pince, j'avais 2 trous, la phase et le neutre, ma pince avait fait le court-circuit. Le câble avait pas brûlé, mais en tout cas, c'était plus sous tension. et donc, ça m'a fait un choc. Alors, j'ai pas reçu de courant, mais ça m'a fait un choc voilà, émotionnel. Ça fait du bruit, quoi, comme un pétard. Et on s'y attend pas. On se dit, mince, j'aurais pu crever, en fait. Le gars, il m'a dit qu'il n'y avait pas de courant, c'était bon. J'aurais pu crever. Et donc là, j'en viens à un élément essentiel de la sécurité qu'on apprend. Bon, moi, je l'ai appris à l'école, dans le cadre aussi de l'habilitation, mais vous l'apprenez normalement à l'habilitation. Ou si vous êtes technicien EDF, vous l'avez appris aussi. C'est tout ce qui est mise à la terre et mise en court-circuit. Et mine de rien, ce que j'ai fait avec ma pince, c'est une mise en court-circuit. Le circuit était censé être hors tension. Je l'ai mis en court-circuit avec ma pince. Et je le fais régulièrement quand je sais que c'est censé être hors tension, que toutes les personnes m'ont dit c'est hors tension, c'est machin. Si je dois couper un câble, j'y vais pas en mode je le dénude au jokari, j'y vais tranquillou. Non, je le coupe. Je le coupe direct. Je veux être sûr qu'il n'y ait pas de courant, je fais un court-circuit avec ma pince sécurisée, à distance, je fais gaffe. Je sais qu'il est censé être hors tension. Il y a quelqu'un d'autre qui me l'a dit, mais je dois faire confiance à quelqu'un. Et j'ai pas forcément de moyen de vérifier, c'est un câble qui... Je le coupe. Peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais au moins je mets en court-circuit, et si ça flash, ça flash. Je veux être sûr qu'il n'y ait pas de courant, donc je le coupe directement. Si je dois travailler sur un câble, je le coupe. Pareil, même si j'ai mesuré, vous savez, au lieu de faire le doigt, des fois je coupe directement. J'ai 2 fils à dénuder, je les coupe ensemble, au lieu de mettre le doigt. Et ça va les mettre en court-circuit. C'est pas vraiment la méthode qu'on nous donne à l'habitation. Ce qu'on nous dit, c'est que si on a déjà vérifié l'absence de tension et qu'on s'apprête à travailler sur un circuit, pour éviter que quelqu'un remette le courant, pour éviter que le courant ne se remette automatiquement pour X raisons, c'est le cas sur EDF, on fait une mise en court-circuit de tous les fils, et si on le peut, on fait une mise à la terre, pour qu'on ait la protection magnétothermique qui coupe, c'est-à-dire un fusible, et ou le différentiel. Si c'est mis à la terre et un court-circuit, je dirais au moins un des deux, en fonction de ce que vous avez possibilité de faire, le court-circuit étant le plus évident, on torsade les fils, on les met ensemble. Vous avez 2 wagos, une phase, un neutre, et vous avez la terre à côté, vous prenez un seul wagot de 3 et vous mettez les 3 dans le même. Vous êtes sûr que la personne en amont ne remettra pas le courant. Enfin, si, elle pourra le remettre, mais ça va claquer tout de suite. Il va se passer un événement qui fait que la personne va se rendre compte qu'elle a fait une connerie. Vous voyez ? Et vous, quand vous allez voir remettre le courant, vous allez voir que le disjoncteur il est cramé avec le fusil. Vous voyez, c'est un élément de sécurité pour se protéger personnellement. On est beau être dans un environnement collectif où tout le monde est habilité, tout le monde fait ses consignations. Quelqu'un met la petite pancarte, quelqu'un lui dit vas-y tu peux y aller. Individuellement, on rajoute une sécurité, on rajoute cette mise en court-circuit. Je le fais même moi-même quand je câble des onduleurs et que je suis tout seul. Si je veux être sûr à des moments, je me dis au cas où j'aurais oublié. Je mets les fils en court-circuit. Pareil, quand je câble un onduleur, je fais même mieux. Je câble tout ce qui est 230 volts avant de câbler ce qui est en courant continu. C'est-à-dire, je ne me donne pas la possibilité d'alimenter l'onduleur si je n'ai pas fini tout ce qui est en aval.
pas qu'il y ait un câble qui traîne. Si l'onduleur démarre, déjà il peut cramer, mais en plus il peut foutre le jus n'importe où. Moi je veux avoir fini toute la partie 230 volts avant de faire la partie continue qui elle est en basse tension. Voilà, c'est très important. J'ai eu un cas, je ne sais pas si je voulais vous le dire tout de suite, mais en 2016 où j'étais au festival de la Galésie à Monteurfil, tout s'est mal passé là-bas. Quand je suis parti, il y a des panneaux solaires qui sont tombés sur la route, qui étaient mal accrochés sur la galerie, il a fallu que je recommence. Ils m'ont forcé la main pour avoir un groupe électrogène à l'huile végétale, j'ai pas eu le temps de finir, donc j'ai eu des choses que j'ai pas bien faites, mon camion il a pris feu, les pompiers sont arrivés, on m'a reproché l'incendie, c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il fallait que je baisse mon prix parce que j'avais dérangé le festival et que c'était pas bien, les gens avaient une mauvaise image du festival. Je leur ai dit, les mecs, si c'était un ampli de sono qui avait cramé, vous lui aurez remboursé l'ampli. Moi, j'ai mon camion qui prend feu et c'est à moi de payer. Donc, ils m'ont dit, non, de toute façon, tu ne reviendras plus. Attends, j'ai mis en œuvre des moyens pour toi. Tu m'as forcé la main. Moi, je voulais pas de groupe électrogène. J'ai toujours fait tout en solaire. Et le groupe, il est dans le camion, il prend feu. J'ai éteint le feu. Hein. C'est moi qui ai éteint le feu. Les pompiers sont venus sécuriser. Bon, bref. Et ce camion, ils me l'ont fait installer sous une ligne haute tension. Et j'avais des panneaux solaires qui levaient, alors le camion fait 3,40 m et les panneaux montaient à 6 mètres et des brouettes, un grand suiveur solaire. J'étais pas vraiment sous la ligne haute tension, mais j'étais quand même, moi je savais que j'avais 5 mètres, il fallait respecter les 5 mètres. Mais même 5 mètres, vous voyez, on n'est pas certain. Et je leur ai dit, mais non, je veux pas me mettre là, on me met autre part. Et puis non, il faut se mettre là absolument. Et j'ai pas eu assez de force. J'aurais dû m'imposer davantage si vous voulez ce jour-là. J'ai eu un mauvais week-end. Tout s'est mal passé. Et je pense que tout ça a joué. Et je le referai plus, c'est sûr, de toute façon je fais plus de festival. Mais vous voyez, on monte quelque chose en hauteur, une éolienne, et peut tomber sur des câbles. Moi c'était arrivé déjà, j'ai monté un mât d'éolienne, le mât s'est cassé la gueule, l'articulation n'était pas bonne, le vage n'était pas bon. Et il a été se mettre dans les fils électriques, les fils télécom et tout. Bon, ils étaient tous isolés, avec un Manitou on les a relevés. Mais c'est une connerie, c'était il y a très très longtemps. Je fais gaffe maintenant, si vous voulez. Mais ces lignes haute tension en haut, elles ne sont pas inertes. Hein. C'est bien, je vous raconte toutes les conneries que j'ai fait, mais bon, c'est pour vous préparer aussi vous-même, quand vous posez des panneaux en hauteur, des suiveurs et autres, les lignes haute tension, tout ce qui est invisible, tout ça, les mâts d'éoliennes qu'on lève qui peuvent tomber, c'est pas parce que c'est loin que c'est pas dangereux. J'ai eu un cas qui n'est pas vraiment qui n'était pas vraiment dangereux au niveau risque électrique, mais que j'avais envie de parler. J'ai fait un totem, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les trucs commerciaux qu'il y a au bord de la route pour annoncer les commerces à droite, à gauche. Donc il y a une enseigne lumineuse, il y a l'heure, voilà. Et je l'ai fait en autonomie avec un panneau solaire qui tournait. Et la structure, c'est pas moi qui l'ai fait, le fabricant de la structure, je lui avais donné les cotes, les contraintes, et il a fait le mât pour le panneau solaire. Sauf que le régulateur solaire était sur le panneau solaire. C'était un système motorisé qui intégrait le régulateur solaire. Et donc la batterie était branchée en direct dessus. Et j'avais des fusibles, mais j'en avais pas sur la partie batterie. Je l'avais après. Et je sais pas pourquoi, j'en ai pas mis, il y a longtemps. Et il y a eu une tempête, et le panneau solaire s'est cassé la gueule. Le mât qu'avait fabriqué le gars était pas solide. Il s'est dessoudé à la base. Et le panneau s'est cassé la gueule, et il tenait par les câbles. Et les câbles se sont dénudés sur la masse, si vous voulez. Et ont mis en court-circuit la batterie. C'était une batterie gel, une batterie plomb gel. Et le problème du gel, c'est que comme c'est gélifié, si vous ne perdez pas votre électrolyte, la batterie fonctionne toujours. Donc elle n'a pas brûlé la batterie à proprement parler, elle a fondu. Une batterie lithium aurait brûlé, explosé. Une batterie plomb, elle ne brûle pas comme ça, elle est moins risquée que le lithium. Hein, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on nous dit qu'il y a plus de risques avec le plomb qu'avec le lithium, mais bon. Et elle s'est mise à chauffer énormément, elle a délivré du courant, puis elle a chuté en tension. Et quand je suis arrivé, toute la partie était noire, tout fondu, fumeux, si vous voulez. La batterie était complètement fondue, mais toutes les plaques, les éléments étaient existants. Ils étaient là, devant nous, continuaient à fonctionner, parce que tout est en gel et non pas en liquide. Donc quand la batterie a fondu, le liquide n'est pas tombé, il est resté, donc il continuait à faire fonctionner la batterie. Elle n'était plus qu'à 2 volts, je crois, mais elle continuait à envoyer du courant, ça fumait toujours. Donc j'ai coupé les câbles, un par un. Et ça, c'est juste pour illustrer le fait que le fusible à cet endroit-là aurait été très important. Vous voyez, il y a des risques d'incendie, il y a des risques divers et variés, même pour des basses tensions, on était en 12 volts. Voilà, je voulais juste l'inclure là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait jouer l'assurance, on a ressoudé le truc, on a annulé l'histoire solaire, on a mis un câble EDF, il y avait trop de risques. De toute façon, la structure était abîmée, le fabricant de la structure ne voulait pas en entendre parler, enfin voilà, on a laissé tomber. Alors, il y a un truc que je vais peut-être vous apprendre, mais qu'il ne faut pas faire. Je vous le dis d'avance, ne le faites pas. Moi, ça m'arrive de le faire dans des situations où j'ai pas le choix, je sais que j'ai pas réellement de risque, mais quand même. Alors,
Dans tous les risques électriques, dans tout ce qu'on apprend au niveau risque électrique, il faut toucher un pôle et un autre, un plus, un moins, une phase, un neutre. Il faut que pour que le courant passe à l'intérieur de nous, il faut une différence de potentiel. Lorsqu'on est en photovoltaïque, ou en tout cas sur une source isolée du sol, on va dire, qui n'a pas de lien avec le sol, qui n'a pas de neutre à la Terre, qui n'a pas de, de moins à la Terre, de plus à la Terre, si on sait qu'on est sur quelque chose qui est isolé galvaniquement, et qu'on est au-dessus de 120 volts, donc on est sur une tension à risque, peut-être 140, peut-être 160, peut-être 200, peut-être 400, si vous ne touchez pas les deux fils en même temps, vous n'avez pas de courant qui passe à travers vous. Vous pouvez en toucher un ou l'autre, et vous n'aurez pas de choc électrique. Vous n'avez pas la garantie que vous n'aurez rien, parce que le régulateur solaire peut très bien avoir parasite à la Terre, un problème d'isolation galvanique, même si c'est obligatoire au-dessus de 150 volts. Mais c'est vrai que techniquement, si vous ne touchez pas les deux fils, vous ne mourrez pas. Donc si vous n'avez pas le choix, qu'il vous faut intervenir sur un conducteur sous tension, intervenez que sur un seul, pas sur l'autre. Effectivement, on peut intervenir, mettre les doigts, tout ça. Mais normalement, on coupe le courant. En tout cas, je vous donne le truc, c'est que si ça vous arrive, vous ne mourrez normalement pas. Voilà. Ça permet de se souvenir qu'il faut être bien en contact avec les deux pôles. Et dans le cadre du photovoltaïque, comme on n'a pas de moins à la Terre, normalement, normalement on ne meurt pas. Et à contrario, si on est sur un véhicule où la masse est en lien avec un pôle, pôle moins, en l'occurrence c'est que le régulateur a aussi son pôle moins, du coup là c'est dangereux. Par défaut, il ne faut pas le faire, mais juste, voilà, il y a cette information-là. Moi, il y a des situations où ça m'est arrivé, je sais que je ne serai pas mort, il n'y a pas eu de souci, mais du coup je les évite quand même. Je fais en sorte à... Qu'est-ce que je fais? Donc l'astuce, c'est que vous avez une chaîne de panneaux solaires, vous devez intervenir sur le plus par exemple, parce que il y a un problème de diode, un machin, et vous déconnectez un MC4 sur la boucle. Le long de la boucle, il y a des MC4, des prises MC4 entre chaque panneau. Donc moi, la précision que je fais, c'est que je coupe la boucle. Parce qu'en fait, on n'a pas coupé le disjoncteur, la boucle elle est toujours sans tension, il fait jour, moi je travaille pas trop la nuit. Vous débranchez un MC4, donc il n'y a pas de courant qui passait avant parce que vous avez coupé le disjoncteur, donc il n'y a pas de courant qui est consommé, mais il y a toujours une présence tension. Donc en débranchant un MC4, vous faites votre truc, vous n'avez pas de risque, et après, vous rebranchez. Donc comme ça, vous avez fini votre taf. Précaution. Très important. Lorsque vous avez une poignée de châtaigne, je vais vous donner l'exemple par exemple d'une machine à laver et d'un camion. Vous verrez, les deux sont liés à la Terre. Si vous avez des poignées de châtaigne sur un appareil électrique, il y a plusieurs solutions. Soit il est en défaut, de manière pas forcément franche, ou alors c'est que déjà le raccord à la Terre est pas bon, donc le courant ne s'en va pas à la Terre, et c'est vous qui êtes en train de faire le raccordement à la Terre en touchant. C'est assez rare d'avoir des gens qui ne sont pas habillés dans ces situations-là, mais bon, si vous êtes chez vous, pieds nus, sortant de la douche, je sais pas, vous touchez la machine à laver et qu'elle est en défaut, pas une bonne idée. Bon, quand vous avez une poignée de châtaigne comme ça, avec un appareil quelconque, ça peut être une petite tension flottante parasite qui est issue d'un petit condensateur, d'un machin, mais vous n'en êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que ça vient d'un défaut normal, entre guillemets, ou peu risqué. Normalement, il faut toujours considérer que c'est un potentiel futur défaut grave, vous voyez. Donc, dès que vous avez un choc électrique sur un appareil et que ce n'est pas de l'électricité statique, bon, vous voyez, comme sur les voitures, il faut absolument contrôler l'appareil, le faire contrôler. Vous dites pas, oh, mais c'est pas grave, c'est une petite poignée de châtaigne, ça m'arrive à chaque fois que je mets la main. Arrête alors, faut arrêter, t'arrêtes tout de suite. Et des fois, ça arrive pas tout le temps. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Poignée de châtaigne, il y a un indice, vous voyez, un indice. Donc ça veut dire l'appareil, il a un défaut, faut démonter, faut tester, faut pas s'en servir en fait, d'accord. Il ne s'agit pas de débrancher la terre pour que ça disjoncte plus, faut plus s'en servir. Okay, il y a plein de gens qui débranchent la terre pour que ça disjoncte plus. En cuisine, dans des trucs professionnels, les mecs ils veulent continuer à bosser. Ah bon, on a enlevé le fil, faut que ça marche. C'est vrai, faut que ça marche. Mais à la limite, il faudrait que vous soyez sur une installation qui n'est pas le neutre à la terre pour que ce soit opérationnel. Donc dans certaines industries, on ne met pas le neutre à la terre, on surveille les courants de fuite. On laisse les machines fonctionner. Il n'y a pas de risque de choc électrique humain parce que le neutre n'est pas à la terre, donc le courant ne revient pas. Mais il y a bien une tension et c'est mesuré par un appareil. Et donc au niveau maintenance, par exemple le week-end, le soir, on répare au fur et à mesure, mais on n'arrête pas le fonctionnement des machines. Mais chez quelqu'un qui a un disjoncteur différentiel sur EDF, comme un appartement OEOT, et qu'on défait la terre, là, j'espère que votre disjoncteur marche bien le jour où vous touchez le truc, parce que c'est vous qui allez faire sauter. Pareil, si vous êtes, moi j'ai eu le cas entre un camion aménagé et EDF, on a branché EDF sur le camion, et avec un chargeur, onduleur chargeur,
Il y avait des disjoncteurs différentiels, il y avait une mise à la terre, tout ça. Et en fait, c'était un onduleur qui n'avait pas de mise à la terre automatique, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsqu'on branchait le chargeur, la mise à la terre ne s'enlevait pas. C'est-à-dire le neutre était toujours à la terre côté utilisateur. Et donc ça créait un défaut avec EDF, qui eux aussi ont le neutre à la terre. Sauf que ce n'était pas vraiment un défaut, parce qu'il y a les pneus qui isolent. Et là, on a eu une circonstance, c'est que en fonction de la multiprise, il faut savoir que les multiprises, les rallonges, elles ont le neutre inversé souvent. Parce que les fils, ils sont pas croisés dedans. Donc on a d'un côté le neutre du bon côté et de l'autre côté, et que c'est inversé. Donc à chaque fois qu'on utilise une rallonge, en quelque sorte, on inverse le neutre, la phase à chaque coup. Et plouf plouf, il est à gauche, il est à droite, on ne sait pas. Et dans ce cadre-là, c'est très important. Parce que si le neutre et la phase sont inversés, ben on se retrouve avec 230 volts de défaut entre la masse métallique du véhicule et le sol. D'accord? Donc on est en court-circuit. Hein. Donc les poignées de châtaigne qu'on a à ce moment-là, elles sont plutôt graves. Pourquoi les poignées de châtaigne? Parce que souvent il y a de la peinture, donc c'est pas un peu isolant. Et quand on inverse la prise, on les a plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est protégé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème, un défaut à la terre. Et tout de même, quand vous allez mettre la main, vous aurez quand même une petite poignée de châtaigne. C'est-à-dire que le courant s'en va à la terre pour aller faire disjoncter EDF. Vous voyez, puisqu'il y a un neutre qui est branché là où il ne faut pas. Donc dans ces cas-là, c'est pareil. Il ne faut pas considérer que c'est normal. Il faut remédier, il faut chercher pourquoi. Et c'est toujours un casse-tête, la terre, dans les véhicules en plus. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit relais qui gère bien la terre, réfléchir à ce qu'on fait, ou d'avoir un chargeur séparé de l'onduleur. Une poignée de châtaigne, c'est pas normal. De même que des étincelles en branchant le fil de terre. Vous branchez un fil de terre et des étincelles, c'est pas normal. Il ne faut pas d'étincelles. S'il n'y a pas d'appareil qui consomme derrière, il ne faut pas d'étincelles. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez tous les chocs électriques qu'on peut avoir, toutes les circonstances difficiles qu'on peut avoir. Les autres chocs électriques qu'on peut avoir qui sont normalement pas dangereux en termes de tension et de courant. C'est-à-dire que vous êtes par exemple dans une voiture en 12 volts et vous n'avez pas de raison de mourir, mais par contre vous pouvez faire des courts-circuits. Et quand on fait des courts-circuits, par exemple, moi je pense au jeu de bar, là j'ai un jeu de bar qui est ici, lui c'est plutôt pour le 230 volts, mais quand on a des pièces nues sous tension, qui sont souvent le plus et la moins de la batterie, ou alors le plus et la masse métallique, et bien quand on travaille là-dedans, par exemple sous tension, même si on a des gants, qu'on a les EPI, hein, qu'on a toutes les protections, la visière, tout ça, et bien l'outil qu'on a peut être conducteur électrique. Normalement non. Alors moi j'ai une clé de 10 qui sert souvent pour les batteries de voiture que j'ai scotché. Pourquoi j'ai scotché? Parce que des fois j'enlève le scotch côté 11 parce que j'ai besoin du 11. J'ai scotché parce que le nombre de fois où on peut déraper avec la clé, où on peut toucher la masse métallique en gérant le plus ou autre, et ben on crée un court-circuit, on crame des fusibles ou alors on se brûle. En fait, le risque c'est de se brûler parce que l'arc électrique, matériellement, il peut créer des problèmes, mais nous, déjà, on a le flash, on peut avoir une rétine un peu brûlée, comme pour souder, mais surtout, on a la pince qui va chauffer, parce que des fois, elle peut rester collée, il faut l'enlever. On a peur, mais en fait, on ne va pas mourir en touchant, mais ça va faire un arc électrique qui peut nous brûler les doigts. Donc, on peut avoir sur une batterie, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il suffit qu'il y ait une prise, surtout, par exemple, en 48 volts, avec des grosses batteries, c'est encore pire, une prise qui est mal connectée, et on a les mains, on la tient, si le câble, il se défait, sous tension et avec du courant, en arc électrique, on peut se cramer la main. On peut aller au 3e degré, on peut perdre un doigt. Donc c'est pas mortel, mais le courant brûle. Voilà. Donc l'électricité, c'est dangereux, c'est un métier. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment on accepte de vendre à des particuliers du matériel plutôt dangereux, notamment tout ce qui est kit autonome, sans être sûr qu'ils ont les compétences pour le faire. Il y a des manuels, tout ça, c'est vrai qu'on c'est la liberté du commerce, on peut acheter ce qu'on veut, vendre ce qu'on veut, mais en fait, je pense que les vendeurs ont une part de responsabilité. Et dans le cadre de cette part de responsabilité, moi, je refuse de vendre, enfin, ça peut m'arriver, mais à des personnes qui ont déjà un peu de compétences, normalement, je ne vends pas de produits à monter si on ne peut pas le faire en sécurité. Si j'ai pas pré-paramétré, si j'ai pas pré-câblé quelque chose, des disjoncteurs, des machins. De la même manière que alors, il y a des gens qui pensent le contraire peut-être, mais moi personnellement, j'ai arrêté de mettre des petites sources d'énergie dans les fourgons, dans les camions, les petites valises autonomes, là, les trucs autonomes, c'est quand même du 230 volts, il n'y a pas de différentiel dessus. Je pense qu'il devrait être obligatoire, même pour la petite Blue Yeti, le petit machin, on doit avoir une protection dessus. Que le neutre soit à la terre ou pas. Si on choisit de le faire, qu'on ne choisit pas,
Il faudrait un disjoncteur différentiel systématiquement. C'est pas, ça coûte pas cher. On peut même en faire un spécifique qui se met dans l'onduleur. On pourrait le développer, ça. Et à chaque fois, on a une prise de courant au bout de l'onduleur et basta, vas-y, branche ta machine. Mais ça, c'est dangereux. Vous voyez, ça, par exemple, c'est dangereux. Vous n'avez aucune protection. Vous utilisez un appareil qui est censé fonctionner sur une installation qui est protégée et vous branchez en direct sur une source qui peut vous tuer. Parce qu'il n'y a pas de disjoncteur, il n'y a rien entre les deux. Je refuse de faire ça personnellement. Je ne mets plus de petits onduleurs 150 watts, machin, sans mettre un coffret à 200 balles. Vous voyez, avec les disjoncteurs qui vont avec. Alors ça augmente le prix, effectivement. Mais de la même manière, je mets des contrôleurs batterie batrou. Je veux plus me retrouver avec des batteries qui se déchargent sans que les gens comprennent les pourcentages, les machins. Systématiquement, je mets. C'est ma politique. C'est vrai qu'au niveau de la norme, c'est peut-être pas obligatoire. C'est toléré, rapport aux petites puissances et tout. Mais en fait, vous pouvez mourir avec 50 volts, 30 mA. Je prends la calculette. Vous savez qu'on va faire? On va multiplier 50 volts par 30 mA. 50 fois 0,03. 1,5 watts. On peut mourir avec 1,5 watts. On est d'accord? Je ne veux pas alarmer les gens, mais on est dans une vidéo sur les risques électriques et les chocs électriques. Donc à partir du moment où vous avez une source qui est capable de délivrer plus que 30 mA et plus que 50 volts, donc typiquement un scooter électrique. Vous voyez, moi j'ai un scooter électrique, j'ai une vidéo en préparation qui est très longue, ça viendra. Ça viendra sur la mobilité, tout ça. C'est du 72 volts. Donc c'est dangereux. D'accord? Donc j'aurais dû avoir des protections. Il n'y a pas de protection dans le scooter. Il y a pas... Quand on a un véhicule électrique qui est en haute tension, il y a des protections supplémentaires, des câbles, des isolants supplémentaires, des choses. Mais là, c'est... Voilà, comme ça, vas-y. L'éolienne, c'est pareil. Quand elle produit, elle a des risques et tout. Il faut passer par des protections spécifiques. Tout ce qui est contrôle de fuite à la terre, tout ça. 1,5 watts, on peut mourir si on a la bonne tension, le bon courant. En alternatif, hein. On continue. 100 fois 0,003. En continu, il faut 3,6 watts. Ah, c'est pas très dur, hein. Vous n'êtes pas obligé. Vous prenez des tout petits panneaux comme j'ai derrière là. Ça, c'est le petit noir là, c'est un amorphe 3 watts. Vous en mettez plusieurs en série, vous vous connectez, vous mourrez. Vous avez l'air d'un con quand même. Enfin, vous êtes mort. Donc c'est pour ça que on a tendance à réduire un peu les risques. Moi, des fois, j'ai tendance à prendre un certain nombre de risques, mais je suis conscient des risques. Vous voyez, je suis conscient des risques. C'est le plus important dans l'habilitation, c'est d'être conscient des risques et de savoir ce qu'il y a à faire et ne pas faire. Et en l'occurrence, je sais qu'il ne faut pas avoir des sources d'énergie supérieures à 50 volts en alternatif sans protection. Voilà, c'est mon avis, c'est ma vidéo, c'est mon expérience. Il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie, j'ai voulu vous le partager parce que c'est important, parce qu'il faut vous protéger. Mettez des gants, alors, les gants, ça s'appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. La visière, c'est pour les arcs électriques, éviter de vous brûler si ça brûle, que ça vous brûle le visage. Le tapis de sol, c'est pour vous isoler du sol, mais en général, on a au moins des chaussures un peu isolantes. En général, quand on a tout ça, c'est qu'on a l'intention d'aller travailler sous tension. Hein. On est en train de faire le con un peu. L'idée, c'est de base, travailler hors tension. Un peintre travaille hors tension. Quelqu'un qui fait le ménage travaille hors tension. Ne pas être au voisinage des parties nues sous tension. C'est 30 cm le voisinage risqué. Et puis c'est je ne sais plus combien de 50 ou 1 mètre. C'est vieux hein, l'habilitation. Pour pouvoir travailler sans habilitation, il y a une distance plus grande. Et dès qu'on rentre dans ce voisinage supérieur ou égal à 30 cm, il faut déjà être habilité H0, je crois, enfin ça, ou B0. Ça a changé, tout a changé, toutes les habilitations ont changé, c'est plus les mêmes. Moi j'étais BR, ça date. Donc voilà, les risques électriques c'est les mêmes, les habilitations c'est plus les mêmes, mais voilà, il faut savoir des choses, ça peut être complémentaire, et n'allez pas vous foutre en danger exprès pour vous prouver à vous-même que vous connaissez les risques. D'accord. Allez, à bientôt. Merci.